Je peux vous confirmer effectivement que c'est d'actualité et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Quand on dit accuser, Oui, je vais effectivement accuser et prouver. J'espérais que je n'allais pas arriver à ces éléments que je possédais déjà depuis plus de 6 mois. Et je peux vous dire que je vais vous amener les preuves de ce que j'ai dit. J'accuse ces 3 groupes de personnes de tentatives de déstabilisation de l'État. Je les accuse des tentatives de coup d'État et d'élimination du chef de l'État. Et je vais aller individu par individu. Je vais vous le prouver et vous donner les éléments. Je vais commencer par M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. C'est important, cette incise. Parce qu'en fait, dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons eu à la tête du pays un imposteur et un usurpateur. Je pèse mes mots et je vais vous expliquer pourquoi. L'ancien président de la République est arrivé comment? Il était l'aide de camp du chef d'état-major général de l'armée rwandaise. Dans ses bagages, il y avait Hippolyte Kanambe, qu'on a fait passer pour le fils de Laurent Désiré Kabila. Or, Hippolyte Kanambe est un agent de l'armée rwandaise. Son chef est et était Paul Kagame, commandant suprême des forces rwandaises. C'est ça la vérité. Il y a eu plusieurs témoignages. Il y a d'abord les vrais enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, qui ne reconnaissent pas Hippolyte Kanambe. Et Hippolyte Kanambe a un père et une mère. Sa mère s'appelait Marceline, et son père, là-dessus, qui était un ancien maquisard également, je vais vous donner son nom là-dessus. depuis 18 ans, enfin, c'est la thèse de M. Honoré Ngbanda. D'ailleurs, dans le mensonge également, celle qu'on appelle Jeannette Kabila, ce n'est pas la jumelle, c'est en fait la petite sœur de son père, là-dessus. Et d'ailleurs, elle n'est pas née là-dessus, elle est née le 9 mai 68, à Rubavu. Le père, donc, de Jeannette, qui est la petite sœur, donc du père de Hippolyte Kanambe, s'appelait Monsieur Arthur, et la mère s'appelait Thérèse. Thérèse Ndesamburo. Voilà la vraie identité, d'où on part. Qu'est-ce qui se passe lorsque tout ce monde arrive donc à Kinshasa, chasse le président Mobutu? C'est à ce moment-là que les troupes rwandaises prennent le contrôle, pas simplement de l'armée, des services de sécurité, là-dessus, et des grandes structures de l'État. En fait, on est dans une phase de colonisation par le Rwanda de la RDC. Laurent Désiré Kabila sent de plus en plus, au niveau de la population quinoise surtout, et de la population congolaise, un rejet de l'armée rwandaise. Et c'est comme ça qu'il prend la décision, à un moment donné, de demander à l'armée rwandaise de quitter le pays. Et une bonne partie des militaires quittent. Mais James Kabarebe avait infiltré déjà notre armée, avec des militaires rwandais là-dessus. Dans toute l'armée, il avait, en tant que chef d'état-major général, pris le contrôle de l'armée et infiltré, pour un meilleur contrôle, l'ensemble de notre armée. Et lorsqu'il quitte, avec une bonne partie des troupes, mais il laisse une armée qui est infiltrée. Mais lorsqu'il quitte, son aide de camp, lui, ne quitte pas, il reste, parce qu'ils ont été malins de pouvoir faire croire à la population que c'était le fils de Laurent Désiré Kabila. Mais dans la planification, Laurent Désiré Kabila, dès le départ, ne devait pas être le chef de l'État. En fait, il s'est autoproclamé et a surpris ses alliés à Lubumbashi. Mais les Rwandais avaient déjà positionné leurs agents et soldats de l'armée à ses côtés et ont voulu faire croire à la population que c'était le fils. Donc, lorsqu'ils assassinent le président Laurent Désiré Kabila, c'est là qu'ils propulsent leur agent
de l'armée rwandaise, chef de l'État. Sa mission, il y avait 4 objectifs dans sa mission. Premièrement, c'était de continuer à désarticuler l'armée, les forces armées congolaises. Et d'ailleurs, lorsque vous verrez dans tout le 18 ans qui s'est passé, et lorsque vous entendez parler qu'il y avait les attaques du CNDP d'abord, du M23 ensuite, tout ça, ce n'était qu'une mascarade en fait. C'était un prétexte qui était organisé par le Rwanda pour ensuite, d'après les attaques, venir toujours avec des compromissions, avec des accords. Des accords qui demandaient l'intégration de ces forces rebelles, soi-disant, une fois CNDP, une fois M23, au sein de l'armée donc congolaise. C'était qu'une manœuvre, une ruse là-dessus. Donc toutes ces attaques que vous voyez, la CNDP, etc., et regardez d'ailleurs lorsque Tshibanda signe ces accords honteux, c'était simplement pour permettre l'infiltration et l'intégration de forces rwandaises dans notre armée. Ça, c'était un des premiers objectifs. Deuxième objectif, c'était le pillage de notre pays. Un des ministres du gouvernement, que vous avez certainement reçu, a dit que dans les accords, 66 millions de dollars quittaient chaque mois la Banque centrale pour alimenter et être versés au Rwanda. 800 millions Non, 66 millions par mois. Fois 12, 800 millions de dollars par an. Multiplié par 18, ça vous fait près de 15 milliards de dollars. Depuis que Depuis le 18 ans. Et ça, vous savez que c'est la justification du régime de Kigali, c'était pour, soi-disant, payer l'effort de guerre qui avait été mené pour chasser Mobutu en 7 mois. La RDC a payé 66 millions de dollars par mois. Absolument. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. C'est ça qui a coûté, je veux dire, à la République. Et ça veut dire, multiplié par 18, ça vous fait 15 milliards de dollars. Et c'est là, maintenant, la raison pour laquelle on cherche la tête de notre président. Lui a dit que non, ça ne peut pas continuer comme ça. 66 millions de dollars par mois. Lui a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est une des raisons pour laquelle on lui fait la guerre. On lui fait la guerre à notre pays. L'objectif, dans tous ces objectifs qu'il était en train de mettre en place, c'était également la balkanisation du pays. C'est ce que son chef, le commandant suprême de l'armée de Hippolyte Kadamé, lequel lui appartient, c'était également organiser la balkanisation du pays. Mais là, il n'a pas réussi. Parce qu'il s'est trouvé face à un peuple qui veut rester uni et qui ne veut pas être divisé. Qu'il est aujourd'hui, ce peuple? Non, ce peuple ne veut pas être divisé. Que le Nord Kivu et le Sud Kivu, qui sont maintenant envahis par les troupes rwandaises, vous interrogez les populations là-bas, ça ne les intéresse pas. Elles rejettent cette armée. Et vous voyez l'action des Wazalendo, courageux, dont je veux rendre hommage, sont en train de défendre leurs terres. Alors, ce que je voudrais continuer à dire, c'est que l'objectif également, le 4e objectif, c'était de pouvoir coloniser notre pays et rendre ce peuple dans un état d'esclavage. Le contrôle total pour organiser le pillage. S'il fallait tuer, on tue. S'il fallait massacrer, on massacre. Et d'ailleurs, l'ensemble de ces personnes qui ont été assassinées, lorsqu'on parle de Tchebeya, de Ndala, lorsqu'on parle de Rossi, de Mukendi, de Thérèse Kapangala, lorsqu'on parle de certains officiers qui ont voulu s'opposer à un moment donné, Baouma, lorsqu'on parle du général Baouma, le général également Mbuzamabe, le général Mamadou Ndala, là-dessus. On les a tués. Lorsque un peuple se levait, comme le peuple du Congo, en 2007, du Congo central, c'est 800 personnes qui ont été massacrées parce qu'ils ont voulu se lever contre ce régime. Je ne vous parle pas de la marche de Tingi Tingi au début, où on parle de 200 000 morts, Hutus, massacrés. Ne parlons pas au niveau de Mbandaka. Donc c'est un régime qui a commis des massacres. À Maluku, il y a plus de 4 fosses communes. Avant ça, je l'ai déjà dit lors de mes meetings, les Mobondo. Nous avons des Mobondo qui sont arrêtés et qui ont parlé. Et que lorsque les procès viendront, ils vont parler. Ils ont dit qu'ils étaient armés par Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ce qu'il fait, en envoyant de l'argent au niveau des Wazalendo, du côté d'Ouvira par exemple, où c'était montré, l'argent qu'il a envoyé pour pouvoir les tourner.
Donc, c'était fait au niveau des Mobondo. L'idée était de créer une insurrection au niveau de la capitale. Ce qui se passe, quand je disais qu'il finance, qu'il est le patron qui finance le M23 et l'AFC. AFD, c'est la France. Oui, c'est l'AFC. Mais maintenant, qui est celui qui réunit? Qui est celui qui est là-dessus, au niveau de Goma? Les financements par Joseph Kabila ont été démontrés, prouvés? Mais bien sûr. Mais le dernier en date, qui a envoyé au niveau de Ouvira, chez des Wazelendo, 200 000 $? Mais vous avez vu comment les vidéos. La première chose qu'il a fait en arrivant à Goma, c'est d'aller dans le camp militaire pour voir où était la formation des militaires que lui finançait pour pouvoir être formés. C'est la première chose le lendemain de son arrivée. D'abord, il en veut à la tête du président Tshisekedi, parce qu'en fait, dans la tête de Hippolyte Kanambe, et certainement de l'armée où il est issu, c'est de penser que parce qu'ils ont chassé le président Mobutu, la RDC est devenue leur butin de guerre. C'est ça la philosophie qu'ils ont. Et ils ne conçoivent pas aujourd'hui, ils ne comprennent pas aujourd'hui que ce pays appartient aux Congolais. Et qu'il y a eu un homme, qui s'est levé, qui est le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a dit halte à tout ça. La RDC ne continuera pas à être une colonie et les habitants ne sont plus les esclaves du régime rwandais. Quand je dis que Hippolyte Kanambe est un agent envoyé, laissé dans l'histoire de ce pays par l'armée rwandaise, dont le chef, le commandant suprême est M. Kagame, cette mission est celle-là. Et si aujourd'hui, il revient sur le terrain, c'est parce que son chef, son commandant suprême, Paul Kagame, lui a dit « Moi, je ne pourrais certainement plus rester dans le pays avec les accords que nous sommes en train de signer. C'est à toi maintenant que je donne ordre de pouvoir retourner là-bas et faire ce qu'il y a à faire. » Mais ils doivent comprendre, à qui il y a Hippolyte Kanambe. Ils doivent comprendre que si la population n'était pas informée, mais je tiens à dire quand même que ce qui est grave, c'est que pour arriver à mettre en place l'idéologie du mensonge, le mensonge d'État, là-dessus, il a fallu une complicité de certains Congolais. Après l'AFDL est venu le PPRD. Tout ce qui est les secrétaires généraux du PPRD, le président des assemblées nationales, du Parlement, à l'époque, le directeur de cabinet du président à l'époque ne pouvait pas ignorer. Vous citez... Mais je cite personne, mais je dis qu'il y a eu une idéologie, la propagation de l'idéologie du mensonge. C'est-à-dire qu'il fallait faire croire à la population que non, c'est le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais là, vous citez... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'ai très bien compris. Le PPRD était l'instrument de diffusion de cette idéologie du mensonge. Oui, mais là, vous citez Vital Kamere, je n'ai cité personne. Oui, il était secrétaire général du PPRD, Léonard Chéokitundu, le professeur Bochab. Je n'ai cité le nom de personne et je me refuse de rentrer là-dedans. Mais je peux simplement dire que les acteurs du parti de l'ancien président Hippolyte Kanambe sont des personnes qui ont à gérer ce parti. Il a eu un cabinet avec des directeurs de cabinet là-dessus. Qui étaient complices. Mais qui devaient le savoir, ou alors qu'ils nous disent tous qu'ils étaient tous ignorants. Donc il faudrait poser la question aujourd'hui. Il faudrait poser la question aujourd'hui. Vital Kamere et Léonard Chéokitundu. Poser la question s'ils étaient au courant. Parce que vous savez que, je vous demande maintenant où se trouvent les amis de Laurent Désiré Kabila. C'est curieux qu'on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est devenue la fille de Laurent Désiré Kabila, Aimée Kabila, qui, elle, dénonçait l'imposture, l'usurpation. Elle a été assassinée. Elle habitait aux zones, elle a été assassinée. Il y a encore des enfants vivants de Laurent Désiré Kabila. Il faut leur poser la question. Qui a inventé l'identité de Hippolyte Kanambe, devenu Joseph Kabila Kanambe? N'est-ce pas le professeur Ngoï Moukena, qui a témoigné ouvertement? Alors tous ces indices et toutes ces preuves doivent éveiller aujourd'hui la population et dire une chose. Nous, au Congo, on veut la paix. Que tout ce montage qui est en train d'être fait aujourd'hui par Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, là-dessus,
doivent cesser. Le Congo aux Congolais. Vous avez parlé ça doit être très clair là-dessus. Très bien le compris. Congo aux Congolais. Avez... Moïse et on attend les preuves, monsieur. Voilà, on y arrive. Et certainement, vous me parlez des preuves des élections. Je vous ai dit là-dessus que Moïse Katumbi est omnibulé, obsédé. C'est une obsession d'être président de la République. Très bien. Mais comment est-ce qu'il a voulu le faire en 2023 ? Je vous avais dit, lorsque j'ai fait cette interview, qu'une opération est en train d'être montée avec des Russes, parce qu'en tant que ministre de la Défense, j'avais le réseau d'information assez poussé, pour pouvoir manipuler et entrer dans le site de la CENI, sortir des faux listings et être diffusés par une grande organisation que je n'ai pas voulu nommer, mais en fait, c'était déjà les acteurs, certains acteurs de la CENCO. La CENI, le site de la CENI, et je vous invite ensuite à aller à la CENI et poser la question. Le jour du vote, la CENI a été attaquée, et ça les informaticiens, vous le comprendrez, ils le comprendront, ont été attaqués plus de 3400 fois. Attaqués plus de 3400 fois. Ça veut dire que vous aviez des interférences qui essayaient de rentrer dans le site de la CENI pour arriver maintenant à modifier les résultats des élections. Mais dès que nous avons eu l'information de cette tentative, bien sûr, j'ai informé le chef de l'État, et le chef de l'État a fait prendre les mesures pour protéger le site. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas pu pénétrer le site. J'ai bien dit 3400 fois sur la journée. Et même le lendemain, 2 jours après, les attaques continuaient. Les preuves sont là, là-dessus. Et je vais vous dire plus que ça, sans vous citer les noms. Les preuves que cela vient de Moïse Katumbi aussi. Mais bien sûr. Bien sûr. Parce que le renseignement, moi, quand on me le donne, on le cite, nommément. Bien sûr. Puisque ceux à qui il a demandé, c'est ceux qui sont venus de le dire. Et qui sont ceux-là ? Ça, je ne vais pas vous donner le nom. Lui-même, il le sait. Il le sait. Mais demandez si oui ou non, le site n'a pas été attaqué plus de 3400 fois. Et peut-être encore, je suis dans les chiffres, c'était le chiffre que j'ai pu obtenir au lendemain des élections, mais certainement que ça a pu encore continuer, mais c'est de cet ordre de grandeur. L'idée était de pouvoir rentrer, changer les chiffres à l'intérieur des votes, imprimer un faux listing de résultats et le donner à des acteurs, à certains acteurs de la CENCO pour diffuser et dire voilà les vrais résultats, immédiatement après le vote. Malheureusement, ils n'ont pas pu pénétrer et sortir les listings là-dessus. Et d'ailleurs, ils ont confirmé par la suite que les chiffres qui sont sortis de l'élection présidentielle correspondent à ce que eux auraient également eu. Voilà, ça c'est le début. L'obsession, être omnibulé. Qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Vous avez entendu parler certainement de cet aéroport qui se trouvait à je me trompe pas. Puerto, non, c'est au niveau de Moulongo, je pense. Ça s'appelait Moulongo, oui. Moulondé. C'est à Moulondé. C'était, oui. L'aéroport qu'il a voulu. Oui, mais c'est un aéroport qui était parvenu à monter à 1800 mètres, avec 50 mètres plus de 50 à 60 mètres de large. Je peux vous dire qu'un aéroport comme ça peut accueillir jusqu'à un C-130. Qui peut transporter entre 150 et 180 personnes, ou un Antonov 12 qui peut transporter plus ou moins 150 personnes. Ça veut dire qu'une opération aurait pu être montée par nos ennemis pour pouvoir débarquer à cet aéroport de Moulondé et attaquer le Katanga. Je vais vous dire la preuve qui existe. Je ne rentrerai pas dans le détail judiciaire. D'abord, c'est une faute pénale. Vous ne pouvez pas construire un aéroport sans avoir l'autorisation de l'AAC. C'est faux. Il y a toute une manipulation de faux également. Lorsqu'il a appris ça, il a essayé de se rattraper après coup en envoyant une lettre pour informer l'AAC. Pas pour demander l'autorisation, mais pire que ça. Au moment donc où le service de sécurité prenne le contrôle de l'aéroport, on met la main sur son chauffeur personnel. Et vous savez ce que son chauffeur personnel fait découvrir au service de sécurité ? Toutes les caches d'armes qui se trouvent dans les fermes de Moïse Katumbi. Monsieur Jiba, moi je les ai vues, elles existent. Mais peut-être que c'est entre les mains de la justice. À la minute où Moïse Katumbi apprend que son chauffeur est arrêté,
C'est à cette minute-là qu'il prend sa Jeep et qu'il traverse sur la Zambie. Et que sa femme traverse le lac pour pouvoir rejoindre la Zambie. Et je vous le dis. Certains responsables de la SENCO, vous dites aussi. Certains responsables de la SENCO. Alors ça, c'est une grande déception. Parce que l'église doit être au milieu du village. Mais ce que certains acteurs, je n'ai pas dit tous les acteurs, certains acteurs. Vous ne pouvez pas citer. Je vais citer certaines preuves. OK. Sont en train de mener, c'est d'abord, ça a commencé par des discours de haine et d'incitation. Si vous regardez certaines, vous écoutez certaines homélies, des incitations au soulèvement. Je l'ai même dénoncé lorsque je suis venu la dernière fois chez vous. Ça a été fait à dessein. L'idée, le plan, et je vais vous dire pourquoi, je vais arriver au pourquoi, mais le plan était de pouvoir créer un soulèvement populaire en incitant à travers les homélies, régulièrement, les discours et les communiqués de la SENCO, un soulèvement au niveau de la population. C'était ça l'objectif. Pourquoi la SENCO je vais y arriver. Cela? Pourquoi je vais y arriver? Je vous parle du cheminement. Ils ne sont pas arrivés. Ils ne sont pas arrivés là-dessus. Et ils ont essayé ensuite, avec Moïse Katumbi, au niveau des élections de 2023. Ça n'a pas marché. La guerre est en train d'arriver là-dessus. Ils espéraient certainement que la guerre allait vite se passer pour se débarrasser du président de la République. Ça n'arrive pas. Avant que j'arrive maintenant à leur plan actuel. L'idée, en fait, de leur dialogue pour la paix, c'est en fait une nouvelle ruse qui veut mettre le président de la République dans ce dialogue pour immédiatement, à travers ce dialogue, préparer la sortie du président. Tout ça, ils vont dire, c'est pas vrai, je raconte des histoires, mais c'est ça le plan. Et je vais vous dire pourquoi ils en veulent au président de la République. En 2019, et là je veux citer les chiffres, l'ensemble des écoles catholiques, 19 217, 2019. Je cite la date, je vais vous dire pourquoi elle est importante. Le nombre de classes en RDC, il y avait 191 923 classes dans ces écoles conventionnées catholiques. Le nombre d'élèves en 2017 était de 6 20 138 élèves dans les écoles conventionnées catholiques. Le Minerval qui était payé variait entre 150 et 400 dollars. 400 dollars Kinshasa, 150 dans les coins les plus reculés. Même si je prends une moyenne de 300 dollars par année, que vous multipliez par 6 millions, j'arrondis à 6 millions d'élèves, fois 300 dollars, ça vous fait 1 milliard 800 000 dollars de revenus. Donc, ça, c'est pour uniquement l'école primaire, attention. Ça fait oui, pour l'école primaire et secondaire. Parce que la gratuité n'est pas pour l'école secondaire. Oui, primaire et secondaire. Je divise même par 2. 1 milliard 800 000, je divise même par 2. On arrive à près de 900 à 1 milliard de dollars. À partir du moment, et suivez-moi bien, à partir du moment où le chef de l'État a décidé, parce qu'il veut donner à l'ensemble des enfants la chance d'étudier. Et je pense qu'en tant que père de cette nation, tout le monde applaudit cette politique, cette décision. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont cherché la tête du président. Je suis persuadé de ça. Monsieur Lusakone, la dernière fois que vous m'avez interviewé, je vous ai dit que le président de la République avait remis à chaque évêché 1 million de dollars pour pouvoir aider dans leur évêché à mener des actions sociales en faveur de la population. J'avais même rajouté, il serait intéressant qu'on sache aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent. Eh bien, je peux vous annoncer qu'une audit a été réalisée par l'Inspection générale des finances. J'ai lu le rapport. Je peux vous dire que ce rapport est accablant. Plusieurs évêchés ont mal utilisé ces fonds. Je demande au secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Chollet, de demander à l'IGF
de pouvoir publier ce rapport. Comme ça, nous allons voir si la bonne gouvernance, effectivement, a été de mise au niveau de la gestion de ces fonds. Parce que, je le dis, si on veut donner des leçons de morale aux autres, on doit être en mesure de ne pas pouvoir en recevoir. Là-dessus. Vous savez que le cardinal reçoit, dans le cadre des différentes organisations qu'ils ont au niveau de l'Église catholique, un groupe donc de chrétiens. Et il leur dit, voilà ce que nous sommes en train de faire, c'est chercher une voie de sortie au président. Une sœur catholique lui pose la question, mais on vient de terminer les élections. Vous voulez donc perturber le processus démocratique? Le monseigneur Chollet, dans une rencontre avec les pasteurs, le dit. Évidemment, il a nié, mais il dit clairement, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour préparer l'arrivée du prochain président. En 2028? Non. Non. Eux ne sont pas dans une stratégie de pouvoir attendre 2028. C'était d'évincer le président. En espérant que lorsqu'ils vont évincer le président, c'est pour faire en sorte que le nouveau qui viendra puisse annuler cette décision salvatrice que le président de la République, Félix Tshisekedi, a prise pour permettre à plus de 2 millions en plus par an d'élèves d'étudier. C'est ça. Mais qui est le financier de ces certains personnes au niveau de la SENCO? Ce sont Moïse Katumbi et c'est Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Terrible. Mais est-ce que vous... Non, mais c'est ça qui est terrible. Mais si vous suivez, j'ai lu, parce que je n'ai pas suivi, mais vous suivez ce qu'il a écrit dans ces points, je crois c'est 12 points si je me souviens. Mais c'est d'abord, c'est chasser le président de la République. Oui, et c'est d'appuyer lui-même, c'est d'appuyer l'action de ce que ces personnes de la SENCO, que j'ai appelées les politiciens en robe, veulent présenter, en le soutenant, parce qu'ils savent que lorsque tout le monde va se retrouver autour de la table, tout le monde va se mettre d'accord, à travers le jeu de l'ensemble, pour dire, monsieur, nous donnons la porte, comme l'a dit le cardinal, en face d'une organisation de l'organisation catholique, nous sommes en train de chercher une porte de sortie honorable. Mais je le sais, mais j'ai des preuves. Est-ce que ce que vous pensez ou ce que vous dites, c'est aussi ce que pense le président Tshisekedi? Alors là, c'est pour ça qu'il ne le reçoit pas? Ah ben alors là, je veux dire que ce que je dis n'engage que moi là-dessus, et il vous a pas posé la question au président Tshisekedi. Ce que je veux aussi dire à notre population, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons garder l'unité entre nous. Plus que jamais. Et je vais vous dire, les gens ne comprendront pas aujourd'hui ce que je suis en train de dire, mais dans quelques années, ils comprendront. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir ce président, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui s'est levé contre le Rwanda. Contre le Rwanda, contre Paul Kagame. C'est celui qui a fait condamner et fait mettre des sanctions contre le Rwanda. Et c'est celui qui est en train d'arracher cette indépendance, cette colonie dans laquelle on nous avait mis, et réduit ce peuple à l'état d'esclavage. Les générations futures reconnaîtront son passage à la tête de ce pays. Parce qu'il y a eu d'autres peuples dans le monde, je ne parle pas du peuple, qui ont connu également cet état d'esclavage, jusqu'au moment où ils ont été libérés. Par un homme que vous connaissez le nom, Moïse. Je ne veux pas comparer ce qui est comparable, mais je vous dis que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, vous allez rigoler de ce que je veux dire, mais il est en train de jouer un rôle important dans l'extraction de ce pays entre les mains du régime rwandais. Tout est. Pourquoi Hippolyte Kanambe n'a jamais cherché à condamner le Rwanda? Pourquoi il n'a jamais essayé même d'obtenir des sanctions? Pourquoi il n'a pas pu mener les démarches pour sortir de l'embargo au niveau des armes? Pourquoi il s'est tu contre l'agression rwandaise? C'est toutes les questions. Pourquoi? Je vais vous répondre. Parce que c'était un agent de l'armée rwandaise au service de son commandant suprême qui était Paul Kagame pendant les 18 ans.
Mais je n'en ai pas. Moi, je parle du pays. Est-ce que... Je ne parle que du pays. Certains se posent la question... Et ça aurait été quelqu'un d'autre, nous avons condamné avant qu'il soit visible. Maintenant, je le disais, les gens rigolaient, disaient, Bemba dit n'importe quoi, il n'a pas de preuves. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Goma est au Congo, disent-ils. Donc, vous voulez me dire maintenant que ceux qui agressent la RDC, si vous étiez Congolais, jamais vous n'avez condamné, au contraire, vous les avez compris. Vous êtes là-bas sous la protection de qui? Du Rwanda, c'est clair. Non, du Rwanda, c'est clair. Oui, mais du Rwanda, des forces rwandaises, lequel il appartient. Bon. Attendez, vous croyez que n'importe qui peut aller là-bas, passer par Kigali, être escorté par des forces spéciales rwandaises et pour arriver à Goma et circuler là-bas sous la protection des forces rwandaises? Vous croyez que tout le monde peut se permettre de le faire? Mais je sais ce que c'est que certains acteurs de la SENCO veulent chercher. C'est à travers justement ce que eux ils appellent leur dernière tentative, c'est de mettre en place ce dialogue pour qu'à l'intérieur une dynamique se mette en place pour pouvoir évincer le président. Mais le président a été élu à près de 74% par la majorité, je veux dire, des Congolais. Nous allons pas. C'est un président qui est légitime, qui a été élu démocratiquement. Donc vous n'êtes pas d'une dynamique de dialogue. Je ne serai pas, je veux dire, dans une dynamique dont je sais, par les renseignements que j'ai, et j'ai la conviction, et j'ai toutes les preuves, que ce qu'on cherche simplement, c'est de pouvoir évincer le président qui a été élu démocratiquement. Lorsque certains acteurs de la SENCO passent par Kigali, obtient au lendemain de la visite que le président leur a donnée, à leur demande, ils se rendent directement à Kigali dans les jours qui ont suivi. Donc ils avaient l'adresse de Kigali apparemment bien avant. Ils vont ensuite à Goma, ils sont escortés à Goma. Ils font des photos avec les terroristes. À 3 kilomètres de l'endroit où ils ont fait les photos, il y avait un des camps des déplacés. Est-ce que vous croyez qu'ils ont même pris la peine, en tant qu'homme d'église, pour dire allons ne fût-ce que rendre visite et peut-être même prier avec ces déplacés? Ils ont fait 250 km de Kigali pour arriver à Goma, mais ils n'ont pas pu faire 3 km pour aller compatir avec ces déplacés. Qui souffrent par qui? À cause de qui? À cause des terroristes, lesquels ils ont pris la peine de prendre des photos et de rigoler lorsqu'ils prenaient la photo. Est-ce que ça, ce n'est pas triste pour notre pays, pour notre peuple? Et est-ce que vous savez qui a pris rendez-vous chez le président Macron? Bien sûr, ils diront que ce n'est pas vrai. Pour nos fameux hommes politiques en robe. C'est qui? Président Kagame. Ça, vous avez la preuve. Ce qu'on appelle les renseignements, oui. Coup d'épée dans l'eau, annonce... Vous savez qu'il y a une question que des juristes devraient se poser. Lorsque un président prête serment sous un faux nom, qu'est-ce qu'il advient? Est-ce que cette élection ou cette prestation de serment peut-elle être annulée? Vous parlez de Joseph Kabila. Je parle de Hippolyte Kanambe. Né Hippolyte Kanambe. Si demain dialogue... Professeur Ngoï Moukena fabrique une identité. Si... écoutez, d'abord, c'est pas moi qui vais l'organiser, je pense que c'est au niveau du chef de l'État. Vous y participerez? Et si le chef de l'État, je veux dire, pense que c'est la formule qui doit permettre de revenir à la paix. Et vous vous retrouverez face à Joseph Kabila, à Moïse Katumbi et à la SENCO? Mais ça, je ne peux pas préempter de qui sera là-dessus, mais ce que nous recherchons, c'est la paix. Et si la paix doit passer par un dialogue, elle passera par un dialogue. Vous étiez hier... Mais un vrai dialogue, pas un complot contre le chef de l'État et contre les institutions. Alors, là vous faites... Je me demande une question, mais vous faites une erreur, je vais l'expliquer. Le président Tshisekedi qu'il combatte, chef de l'État, est un président élu. Élu, démocratiquement. Lorsque j'avais pas besoin, je suis issu d'une famille qui n'avait pas besoin de le faire. J'étais dans les affaires. Mais j'ai été révolté lorsque, en chassant le président Mobutu, ce qui arrivait après, et je crois que tout le monde a compris aujourd'hui, c'était une colonisation de notre pays par le Rwanda. Lorsque vous avez un chef d'état-major qui est rwandais, ce qui vous montre bien, et qui est la colonne vertébrale du pays,
Ça vous montre que ce pays est entre les mains des Rwandais. Moi, j'ai combattu, pas un régime démocratiquement élu, j'ai combattu la présence, l'invasion, l'appropriation de notre pays par le Rwanda, par les forces rwandaises. C'est ça que j'ai combattu. Et c'est ça la différence. Eux, ils combattent un président démocratiquement élu. Je n'ai pas combattu un président démocratiquement élu. J'ai combattu la présence rwandaise dans notre pays. Et c'est ça la différence qu'il faut retenir. Ce que moi, je peux leur dire, vraiment profondément, la voie qu'ils prennent, ça l'amènera nulle part. C'est la voie de l'asservissement. Qu'ils arrêtent, qu'ils quittent, qu'ils coupent le cordon ombilical s'ils le peuvent avec ces forces étrangères. S'ils sont véritablement des Congolais et qu'ils se considèrent en âme, en conscience, en esprit congolais, qu'ils rejoignent l'unité de ce pays, l'unité de ce peuple là-dessus. Et que toutes ces velléités qui visent à déstabiliser, à balkaniser le pays, que ça cesse. Vous étiez, vous, hier rebelle? Est-ce que vous le regrettez ou est-ce que vous regrettez à un moment donné d'avoir combattu en alliance avec des forces étrangères? Attention, lorsque j'ai eu le soutien de l'Ouganda, c'était très clair. C'était pour la formation de nos hommes là-dessus, rien que ça. Et c'était pas pour signer des accords pour dire je vends le pays. D'ailleurs, nous avons remis plus de 20 054 hommes lors de la réunification. Ce qui montre bien que ce sont les Congolais qui combattaient. Et je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que grâce au combat que nous avons mené, nous avons pu rétablir la démocratie en passant par le processus de Lusaka et de Sun City. Rappelez-vous, le régime de la FDL avait supprimé tous les partis politiques. Il n'existait plus de partis politiques. Les libertés, je veux dire, individuelles n'existaient plus. Nous avons parvenu à remettre en place une constitution dans notre pays qui n'existait pas. Cette constitution qui a été signée à travers le 1+4, là-dessus. Nous avons permis de réunifier l'armée, les services de sécurité, l'administration. Et nous avons permis par ça également à obtenir des élections en 2006, par la suite, dont j'avais gagné. Parce que je vais revenir là-dessus. Lorsque les élections ont lieu et que je gagne à 53,7%, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kagame appelle ses amis en Europe, aux États-Unis, et lui dit, il n'est pas question que Bemba soit président. Si Bemba est président, la guerre va continuer. Et la décision se prend à l'étranger, je ne citerai pas les pays, j'écrirai peut-être un jour, où on appelle l'abbé Malou Malou à l'étranger, dans une capitale, et on lui dit, vous ne pouvez pas proclamer Jean-Pierre Bemba. En 2011, c'est le même scénario qui recommence. Monsieur Kagame s'oppose parce qu'il juge qu'il est imprévisible. Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, j'ai dit. Étienne Tshisekedi est imprévisible et qui ne veut pas d'Étienne Tshisekedi au pouvoir en RDC. Et les résultats que vous connaissez sortent en faveur de l'agent rwandais au service de l'armée rwandaise. Vous connaissez la fortune qui m'a été donnée par un chef d'État de la région qui connaît bien Hippolyte Kanambe. Et ce n'est pas des moindres. La fortune de Hippolyte Kanambe est de 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars américains. Par la voie de la presse, je pense que j'avais appris qu'il avait fait la demande de pouvoir rencontrer le chef de l'État. Je crois qu'en tant que père de la nation, j'ai appris qu'ensuite le porte-parole du président de la République avait confirmé le président de la République était prêt à recevoir M. Fayulu. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Vous n'étiez au courant de rien avant, comme certains disent. En tout cas, là, je suis pas au courant. C'est vrai, moi, je n'étais pas au courant d'une volonté de pouvoir rencontrer le président de la République. Est-ce qu'on doit se dire, ou est-ce que vous vous dites, peut-être que les cartes de la majorité se redessinent? En tout cas, je n'ai pas d'indication à ce sujet. Je n'ai pas cherché non plus, mais je n'ai pas d'indication à ce sujet. Vous êtes partenaire du président de la République qui vous a bien touché un mot? Non, parce que je veux dire, là-dessus, on a eu à lire ce qui a été dit dans le communiqué, et puis je n'ai pas cherché non plus l'information, en fait.
Il faut lire la Constitution. Oui, mais est-ce que le MLC, si le Premier ministre, je veux dire, est issu de la majorité, je veux dire, au niveau de l'Assemblée nationale, là-dessus. Est-ce que votre parti voterait ou investirait un gouvernement dirigé par Martin Fayulu aujourd'hui? Le problème, c'est d'abord, nous, on investit et on soutient un Premier ministre qui sera désigné par le Président de la République et qui appartient, je veux dire, à la majorité au niveau du Parlement. Vous parlez de la majorité. Nous soutenons l'Union sacrée. Voilà, oui, mais il n'est pas de l'Union sacrée, lui. Oui, mais alors, ça, il faut lui poser la question, comment... Monsieur Fayulu, si c'est lui qui veut devenir Premier ministre. Voilà. Non, j'ai pas dit qu'il veut, j'ai dit certains le disent. Ah, mais écoutez, alors là, non, vraiment, si on doit faire oui, mais des supputations... Vous, du MLC, si le président vous le demandez, vous serez d'accord? Non, je pense qu'il y a des règles là-dessus. Maintenant, si le Premier ministre, le Président de la République, je pense qu'avant de prendre une décision, il consulte également d'abord, et puis il sait que le Premier ministre, selon la Constitution, doit être issu, je veux dire, de l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Présidium. Oui. Mais l'Union sacrée, je veux dire, ce sont c'est tout. Si on parle au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, c'est quand même tous les partis réunis. Je veux dire, c'est une majorité est-ce que vous pouvez quand même nous dire de plus de 450 personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que ça marche toujours? Non, ça marche. C'est le vrai, ça marche. un véritable moteur politique. Permanent. Il y a également, je veux dire, un présidium qui a été élargi. Je crois que ce n'est pas plus mauvais. Le choix que le président de la République et l'autorité, je veux dire, morale de l'Union sacrée a fait en sorte qu'il y ait une plus grande participation au niveau du présidium. Ça, c'est quelque chose, je veux dire, qui va aider certainement à consolider et à unifier l'Union sacrée. Régulièrement, le président de la République fait appel et parle avec tous les membres de l'Union sacrée là-dessus, de tous les partis, et donc l'Union sacrée est une réalité, oui. Oui, pourquoi il y a... Non, parce qu'il y en a qui disent que peut-être que la forte personnalité de Jean-Pierre Bemba ne s'accommoderait pas de... On s'entend, mais alors je vous dis très bien. Ouais. Mais elle était d'abord ministre du Plan. Oui. Et nommée d'État, ministre d'État au Plan. Oui, vous étiez déjà vice-premier ministre au-dessus d'elle. Mais non, ça c'est, je veux dire... c'est une question, hein. mais vos questions, je me font rire, parce que quand vous parlez de au-dessus, c'est simplement un problème, je veux dire, de préséance. Mais c'est pas ça. Elle est première ministre aujourd'hui, et je veux dire que je vous entends très bien. Tout va bien au gouvernement. Mais bien sûr. Entre tout le monde. Je pense aussi, oui. Récemment, mais ça, c'est normal, parce que, je veux dire, une grande partie de ce qui est prévu dans le budget, qui était prévu dans le budget pour certains ministères, pour tous les ministères, ont été amputés simplement parce que on nous impose une guerre et que faire la guerre, ça coûte cher. On parle de la guerre, solution. Et alors, je me veux pas mettre à la place du ministre des Finances, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui doit faire des arbitrages avec la première ministre, le ministre du budget, le président de la République régulièrement, et ça doit être un casse-tête, à mon avis, pour lui. Mais aujourd'hui, de toute façon, il y a une solution qui est diplomatique, qui est menée au niveau du chef de l'État. Et je pense quand même que des succès ont été engrangés par la politique qui a été voulue par le chef de l'État, exécutée par la Mineta aux Affaires étrangères, qui a fait un travail extraordinaire là-dessus, au niveau diplomatique. Je pense que là, la place aujourd'hui, c'est de retrouver, je veux dire, la paix par ces moyens, je veux dire, diplomatiques. Mais ça n'empêche pas qu'on doit se préparer, parce que lorsque nous voyons l'activité des troupes rwandaises sur le terrain, fait en sorte qu'on ne peut pas rester les bras croisés. Et ce qui fait que oui, il y a encore des dépenses certainement supplémentaires qui sont engrangées pour pouvoir faire face si il s'avérait que les troupes rwandaises soient encore guidées par l'idée de chercher à recoloniser, je veux dire, la RDC. Et l'idée, en fait, c'était, en tant qu'acteur politique, c'est de mobiliser la population et d'expliquer à la population la nécessité pour les jeunes de pouvoir intégrer l'armée. Parce que l'armée, il faut régulièrement la rajeunir là-dessus. Et c'était simplement ce rôle-là, je veux dire, de mobilisation politique pour faire prendre confiance à la jeunesse que nous devons absolument, parce qu'on nous impose la guerre, donc nous devons nous mobiliser. C'était pour aider, et c'est pour aider, je veux dire, les FARDC, l'état-major général, qui a envoyé des avions dans tous les aéroports, dans tous les endroits où il y a eu cette volonté de la jeunesse d'être recrutée. Et je peux dire que bon, ça continue toujours. Ce n'est pas arrêté. C'est pas parce qu'on ne bouge plus à l'intérieur du pays que ça n'a pas pris. Ça a pris. Et nous suivons encore là-dessus. Il y a des villes encore qui réclament les avions régulièrement. Et l'état-major général envoie des avions régulièrement à l'intérieur du pays, des camions pour aller chercher les recrues là-dessus. Donc, le chef de l'État a voulu, je veux dire, de pouvoir faire monter en puissance notre armée, et ça passe également par le recrutement, la formation, je veux dire, des troupes. En plus également avec l'acquisition, je veux dire, également de matériel.
Oui, je pense qu'on a effectué des réformes, notamment aujourd'hui, je ne dirais pas le nombre, mais on était parvenu à pouvoir identifier exactement le nombre de militaires qui se trouvent dans les FARDC. Ils sont combien? Mais ça, je ne vous donnerai pas le nombre, ce sont les secrets défense, mais je peux vous dire qu'il y a une plus grande clarté au niveau des unités, des troupes. Je pense également aussi qu'un grand effort avait été mis dans la transparence de la gestion au niveau des finances, parce que tout était centralisé au niveau des banques et tout allait directement dans les unités au niveau des besoins des unités. Ce qu'il y a au niveau des opérations, d'abord le ministre de la Défense n'est pas le commandant des opérations, vous avez le commandant suprême, d'abord, commandant suprême, c'est lui, en temps de guerre, qui est le patron de l'armée. Ensuite, il travaille directement avec, au niveau des opérations, au niveau du chef d'état-major général, lui qui est avec ses adjoints, les différentes forces également. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est ça la ligne de commandement. Le ministre de la Défense est là pour pouvoir gérer l'administration au niveau de la défense, là-dessus. Et ce que je dois vous dire, et ça ce n'est pas un secret, c'est que, et on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'infiltration. Et ça, je pourrais vous expliquer tout à l'heure qu'est-ce qui s'est passé dans l'armée toutes ces dernières années là-dessus, et ces infiltrations et ces trahisons au niveau des opérations ont fait en sorte que d'abord, ça a été voulu, j'expliquerai tout à l'heure si vous voulez, mais qu'en plus de ça, ça a fait du mal au niveau de notre armée. On a une armée à ce point gangrénée? Je vous l'expliquerai si vous le voulez tout à l'heure. C'est une armée, effectivement, qui avait été gangrénée, et ça a été voulu par l'ancien régime.